sans rentrer dans la physique, je vais vous citer des citations de physiciens qui écrivent sur le temps. Voilà, tout simplement. Je suis allé chercher que les physiciens qui écrivent des livres sur le temps. En France en particulier, il n'y a pas beaucoup de physiciens qui écrivent des livres sur le temps à l'étranger. Bon, il y a Lise Moline, mais voilà, je vous cite cela. On va dire, c'est un petit peu notre école française. Il y a une école française du temps qui est menée par Étienne Klein, notre grand spécialiste du temps. Donc déjà au siècle dernier, Einstein disait que la séparation entre le passé, le présent et le futur était une illusion. Il n'y a pas de séparation, c'est-à-dire que tout le futur et tout le passé sont inclus dans le présent. C'est ce qu'on appelle l'éternel présent. Et Nietzsche avait une intuition qui était de dire que en fait, c'est notre avenir qui détermine notre présent, parce que le futur l'influence autant que le passé. Quand même une sacrée intuition, c'était un vrai génie Nietzsche, parce qu'il avait cette intuition sans être physicien. Quand même, il faut saluer l'affaire. Aujourd'hui, au début des années 2000, on redécouvre que Einstein avait raison, et on découvre petit à petit que Nietzsche avait probablement raison également. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui au Thé à la Menthe, un gîte où nous reçoit monsieur Philippe Guillemont. Bonjour. Bonjour. Nous sommes le 2 avril, le lendemain de votre conférence qui s'intitule donc La physique de la conscience, la synchronicité. Alors, la synchronicité, est-ce qu'on a un pouvoir sur la synchronicité d'après vous, d'après vos recherches? Dans un état d'esprit volontaire qui serait de dire, bon, voilà, tiens, aujourd'hui j'ai envie de provoquer des synchronicités. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça ne fonctionne pas comme ça? Non, ça fonctionne pas comme ça. D'accord. C'est plutôt après une introspection intérieure. On est dans un moment de sa vie où le futur n'est pas stable, où on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Et on est dans une quête intérieure où on cherche quelque chose. Je dirais presque plus émotionnellement que mentalement, dans la mesure où on n'a pas idée de comment est-ce qu'on va faire, quel chemin on va suivre. C'est en général, lorsqu'on n'a pas les moyens de réaliser ses rêves ou ses intentions, que si on se met dans une situation d'ouverture, hein, si on sort des sentiers battus, si on s'ouvre à tout ce qui peut arriver, c'est à ce moment-là que les synchronicités peuvent arriver justement pour nous montrer le chemin, ou simplement pour nous indiquer que nous sommes sur une voie nouvelle qui va nous amener à destination. En fait, que fait l'univers? L'univers, il crée tout. D'accord? C'est-à-dire que tout est déjà là. Il faut le voir comme, effectivement, votre parcours sur un sentier avec toutes les alternatives possibles qui sont déjà là. D'accord? C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. L'univers n'a aucun problème à faire ça. Il n'a pas de problème de capacité de mémoire. Je vous ai dit 10 puissance 120 fois plus d'informations. Il n'a pas de problème. Voilà. Il faut le voir comme ça, c'est la manière la plus raisonnable. Ça correspond à ce que nous rapportent les témoins des expériences de mort imminente, les témoins d'expériences de chamanisme, les témoins de voyages astraux, les témoins d'un tas de phénomènes dont, au retour, on nous rapporte cette idée-là, c'est-à-dire le futur est déjà là, mais on peut le changer. On peut choisir, on peut même guérir. D'accord? Donc, et ça correspond à la mécanique qui, à mon sens, est la plus rationnelle, puisque c'est une mécanique qui nous permet à la fois de rester dans le cadre de la relativité générale, la théorie la mieux démontrée par l'expérience, et de rester dans le cadre de la mécanique quantique, qui nous dit que nous avons plein de bifurcations potentielles qui sont indéterministes et qui ne dépendent pas du passé. C'est compatible avec ce que nous dit la physique actuelle. Et donc il faut le voir de quelle manière? Il faut le voir comment change notre futur. Eh bien, notre futur, à un moment donné, vous avez une certaine ligne, et puis bien avant d'y arriver, ça y est, votre futur est en train de basculer. C'est-à-dire votre futur ne bascule pas au moment où vous le vivez, votre futur bascule bien avant. Donc, ce que je retiens de votre réponse, ce qui me frappe moi, c'est de s'ouvrir à tous les champs possibles. Il ne faut pas se focaliser sur une possibilité d'un devenir en particulier. Dès que le mental s'empare de cette affaire-là, ça bousille tout. Parce que le mental, il est calculateur.
et il va nous faire rentrer dans un processus de causalité. D'accord ? Or, les synchronicités, elles ont lieu lorsque ce qu'on réalise, ce qu'on fait, en se déplaçant, voilà, n'est plus régi directement par la causalité. C'est presque une certaine errance, sauf qu'il ne s'agit pas d'errer comme quelqu'un qui serait paumé, il s'agit d'errer, mais au sens positif du terme, comme quelqu'un qui s'ouvre à tout ce qui peut arriver et qui ne s'interdit rien du tout. C'est intéressant ce que vous dites, parce que dans votre conférence, à un moment donné, vous parlez du lâcher-prise. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là, lâcher-prise ? Bien sûr. Il faut lâcher prise. Et vous donnez d'ailleurs des méthodes. À un moment donné, vous dites quelque chose qui est assez rigolo, parce que certaines personnes cherchent à lâcher prise, ils n'y arrivent pas. Et vous donnez un indice très important, la marche. Moi, je fais partie des personnes qui ne savent pas lâcher prise. Parce que toute ma vie, j'ai abusé de l'intellect et de le mettre tout le temps. Le jour et la nuit, du mental calculateur qui cherche à résoudre des problèmes, à faire des calculs. C'est une déformation professionnelle, on peut dire ça. J'ai une déformation professionnelle qui fait que d'ailleurs je dors mal encore aujourd'hui. Enfin, je ne dois pas dormir si mal que ça, parce que j'arrive quand même à être en forme pendant la journée. Mais j'ai vraiment cette déformation qui fait que mon cerveau, je ne peux pas l'arrêter de fonctionner. Donc j'ai vraiment... Et je ne sais pas méditer à cause de ça. Enfin, peut-être un petit peu... mais pas de manière prévisible, de manière imprévue, je lâche prise. Bon, et donc j'ai une technique personnelle qui consiste à aller dans la nature, à faire des grosses marches. Je fais 3 heures de marche 2 fois par semaine, disons en moyenne, avec un bon 600 ou 800 mètres de dénivelé. J'ai même pas besoin d'en arriver jusqu'à un épuisement total. C'est très souvent, je dirais que plus de la moitié du temps, c'est lorsque je descends, lorsque je commence même... Et comment ça se passe à ce moment-là ? Vous laissez votre esprit errer à toutes les pensées venantes ? C'est le fait d'être dans la nature, d'être obligé d'être en permanence en éveil, parce que je suis sur des sentiers qui sont difficiles. Il faut regarder ce qu'on a sous les pieds. C'est pierreux, c'est en pente, on risque de tomber. Mais en même temps, il se passe plein de choses. Il y a des animaux, il y a les couleurs du paysage, il y a plein de choses. Et donc, on est obligé de se mettre en état de réceptivité face à la nature. En même temps, il y a le corps qui se met à fonctionner régulièrement. Il y a la respiration. On prend conscience de sa respiration. Hein, et on se sent vivant. On se sent vivre. Et c'est là que le mental commence à être mis en retrait. Et c'est pour ça que c'est assez rapidement, finalement, que je trouve, pour peu que je me sois posé une question avant de partir, ce qui m'arrive, hein, mais bien, très rapidement, j'ai la réponse. Alors, soit j'ai la réponse sous la forme de la question est une mauvaise question, et j'ai tout d'un coup une sorte de lumière qui me dit mais non, mais c'est pas comme ça qu'il fallait voir les choses. Soit j'ai directement la réponse. Et j'ai tendance à attribuer ça de manière peut-être un peu trop ésotérique au fait de traverser. Par exemple, ça m'arrive souvent dans une zone où il y a des vieux chênes qui sont très beaux, et c'est souvent quand je traverse cette zone-là que j'ai des idées qui débarquent. Comme une sorte de téléchargement. J'ouvre le parachute pour pouvoir ensuite parler plus facilement de la synchronicité. Donc je décompose l'espace-temps en plusieurs couches de densité différentes, et je considère que nous avons en quelque sorte 3 corps essentiellement, qui correspondent au niveau physique, au niveau psychique, c'est-à-dire la psyché consciente, et au niveau spirituel. Tout se passe comme si notre espace-temps était imbriqué à l'intérieur d'un espace-temps qui correspond à notre conscience, mais dont la densité d'information physique serait beaucoup moindre. Par contre, la densité d'information temporelle serait beaucoup plus importante. C'est-à-dire que nous avons notre conscience du temps, nous avons quand même une conscience qui s'étale dans la durée. Elle n'est pas instantanée. Et on peut aussi considérer que nous avons aussi un niveau au-dessus qu'on appelle le subconscient. Notre conscience serait comme un iceberg dont la pointe serait donc notre conscience elle-même, et dont ce qui est immergé serait notre subconscient. Et notre subconscient serait dans une densité
encore d'informations moindres, mais de temporalité extrêmement dilatée, c'est-à-dire que notre subconscient aurait vu sur la totalité de notre vie. D'accord ? Et si on va encore plus loin, et là, bon, après on peut faire appel à la notion de Dieu, d'esprit, tout ce qu'on veut, on peut encore décomposer l'espace-temps. Bon, mais là, je vais carrément dans l'ésotérisme, hein, mais on peut aller encore plus loin. C'est pour dire, ça n'est pas obligé de se terminer là. Les 3 niveaux de la conscience sont les niveaux de la forme incarnée, on va dire, et au-delà, on est en dehors de l'espace, on est au niveau du pur esprit qui correspondrait au monde des idées de Platon. Et j'aime bien, je trouve que l'analogie qui consiste la métaphore qui consiste à considérer notre conscience comme étant le système de pilotage, c'est-à-dire le cheval d'un corps qui serait notre système embarqué, qui serait notre véhicule, notre corps serait notre véhicule, notre conscience serait le cheval, notre subconscient serait le système de guidage, c'est-à-dire le cocher, c'est en fait notre GPS, et nous embarquerions un esprit qui se trouve en dehors de l'espace-temps, et lui qu'on oublie en général, qu'on ne connaît pas, et on peut considérer les choses de cette manière-là. Voilà, ça c'est un petit peu... je reconnais que là, j'empiète dans la métaphysique et même dans l'ésotérisme, mais disons que c'est la manière dont je vois les choses. Je crois que c'est Hubert Reeves qui dit qu'on a eu une déconnexion, une coupure émotive avec les étoiles depuis l'éclairage de la pollution, l'éclairage public qui nous laisse plus profiter des étoiles. Les hommes, bien avant le cinéma, l'invention du cinéma, avaient un spectacle magnifique toutes les nuits. J'ai la chance de vivre à la montagne, à plus de 1000 mètres d'altitude, et très souvent on a un ciel extraordinaire. Et quand je regarde le ciel, c'est presque trop. C'est presque trop. Ça me dépasse tellement, ça nous dépasse tellement que... C'est vertigineux comme émotion. C'est vertigineux, on ne peut pas regarder longtemps parce qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur du spectacle. Oui, c'est comme quand j'ai découvert la Voie lactée la première fois. Tandis que la nature, elle est plus à la portée du pauvre humain que nous sommes. Enfin, on a plus l'impression d'être reliés dans la nature. On est tous poussière d'étoiles. Oui, on est tous poussière d'étoiles, bien sûr. On regarde vers nos origines, finalement. Ouais. Alors, ce qui est curieux, c'est que dans cet exemple que vous venez de donner, plutôt que de forcer le mental à chercher une solution, vous faire l'inverse, c'est-à-dire se détacher pour mieux retrouver une solution. Oui. De la même façon, vous donnez à un moment donné, lors de votre allocution hier soir, ça a été aussi... de parler de cette recherche sur laquelle vous avez activement participé, sur le retargeting, par exemple sur Internet, le fait de cibler les personnes, eh bien, le fait de ne pas les cibler, mais le hasard, là, de la même manière, fonctionne mieux. Tout comme, voilà, c'est assez curieux. Comment on peut expliquer, parce que c'est pas cartésien du tout, quels sont, d'après vous, pourquoi le hasard fonctionnerait mieux que le ciblage calculé selon des paramètres, des normes d'âge, de tranches d'âge, d'intérêt, de centre. Comment vous pouvez expliquer ce genre de choses-là? Parce que ces algorithmes sont d'une complexité inimaginable. Non, c'est pas d'une complexité inimaginable. Et moi, j'essaye de proposer une solution alternative pour ne plus faire appel au big data, c'est-à-dire à vos données personnelles, mais pour faire appel au hasard, de manière à ce qu'on envoie moins de publicité à ceux qui en ont marre, et qu'on envoie peut-être des publicités à ceux qui n'en reçoivent jamais, c'est-à-dire qu'au lieu de choisir, au moins en partie, hein, au lieu de choisir les gens selon leur profil, leur âge, plus de 135 ans, femmes, retraités, n'importe quoi, a acheté ceci, a acheté cela, a fait ceci, a fait cela, on les choisit au hasard. Et au lieu d'envoyer, mettons si on en choisit 10 fois plus que la normale, on va envoyer pour le même prix 10 fois moins de pubs et les gens cesseront d'être matraqués. L'idée, c'est d'arriver à développer un hasard vertueux qui fasse que les gens reçoivent les pubs comme par hasard parce que justement ça les arrange. C'est-à-dire que vous avez l'intention de prendre des vacances à tel endroit, donc il vous faut louer une location de vacances, ou vous avez l'intention d'acheter un livre ou n'importe quoi. Eh bien, l'idée, c'est que, comme par hasard, vous receviez la bonne pub au bon moment. Bon, c'est un rêve, hein, mais disons que il suffirait que ça soit valable pour, mettons, 1, 2, 3% de la population. Il y a des gens qui ont de la chance.
et que pour que les algorithmes que moi je déploie par derrière, pour lesquels je teste différents types de hasards, je teste des hasards qui sont sensibles au futur et je teste des hasards qui sont insensibles au futur. Ça, c'est mon boulot, c'est mon job de faire en sorte, avec des astuces informatiques, que le tirage au sort que j'utilise pour savoir à quel moment et à qui on envoie une publicité soit un hasard sensible ou pas sensible au futur. Ça, c'est mon job. C'est un gros casse-tête d'ailleurs. C'est simplement le fait de tenir compte du fait que dans notre vie, nous sommes poussés par notre passé autant que tirés par notre futur. D'accord ? Jusque-là, ça va. Voilà. Alors, les algorithmes, on en parlera peut-être. Dans un premier temps, parce qu'il y a deux questions. La première question, c'est effectivement, lorsqu'on veut produire du nouveau, lorsqu'on veut être créatif, résoudre un problème dont on n'a pas la solution, dont la solution n'est pas triviale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la trouver par un raisonnement, il faut faire taire le mental. C'est-à-dire que je dis souvent, moi, lorsque j'ai un problème à résoudre et que je n'arrive pas à résoudre, je ne trouve pas la solution, je sens que je devrais pouvoir la trouver. Émotionnellement, je sens que c'est possible. Il y a une histoire d'intuition là qui vient. Oui, alors je ne sais pas si c'est de l'intuition, mais en tout cas, la méthode que j'utilise, il y en a deux. Hein, c'est soit je vais me coucher, soit je vais faire une randonnée. D'accord ? C'est pas tout à fait équivalent comme méthode, mais lorsque je vais me coucher, c'est lorsque je me réveille et que je suis en état de demi-sommeil. À ce moment-là, revient donc la problématique que j'avais. Mais vous l'attaquez sous un autre angle. Et voilà, il faut quand même qu'il y ait eu la pression auparavant qui donne la motivation de résoudre les problèmes. Et si, au moment où vous êtes réveillé et le mental n'est pas encore actif, c'est très souvent à ce moment-là que me vient la solution. Donc vous parlez, là je fais peut-être un raccourci, mais en allant vous coucher ou en allant vous promener, faire la marche, ouais. Vous êtes dans les deux cas, vous vous mettez dans un état de conscience modifié. Voilà, oui, c'est une sorte d'état de conscience modifié. Ça consiste à débrancher le cerveau. Et c'est totalement paradoxal, puisque en fait, il s'agit de trouver une solution qui va être au contraire, qui va donner l'impression qu'au contraire, j'ai un cerveau qui fonctionne très bien. Alors que j'ai trouvé cette idée lumineuse en débranchant mon cerveau. Donc c'est quand même bizarre. Voilà. Alors, ce qui est très étrange d'ailleurs, d'autant plus que finalement, quand on parle de conscience ou de réflexion, si en débranchant le cerveau, on arrive à trouver une solution, qui la trouve si ce n'est pas notre matière grise? Où ça se trouve alors? Alors justement, moi j'ai passé ma vie comme j'ai été très créatif dans ma carrière professionnelle, j'ai des dizaines d'inventions, de réalisations, c'est d'ailleurs ça qui fait ma crédibilité, j'ai été primé plusieurs fois pour ma créativité, et c'est vraiment ce que j'ai fait pour arriver à résoudre les problèmes. Je suis sorti des normes, je suis sorti des... Je dis souvent que j'ai acquis les compétences pour faire ce que j'ai fait seulement après les avoir fait. Hein, c'est-à-dire qu'au départ, ce qui me motivait pour résoudre les problèmes, c'était pas le fait de me dire « Tiens, voilà, ça, je sais le faire, donc je vais le faire ». Non, c'est plutôt ça, mince, je sais pas le faire, mais ça me plairait bien de savoir le faire. Donc une sorte de défi, de dépassement de soi, toujours pour aller au cran au-dessus. Exactement. J'ai toujours été animé par le goût du défi à relever. Vous aimez la difficulté, vous êtes un peu kamikaze. Oui, je suis complètement... Mais ça s'appelle la passion, d'une certaine façon, la curiosité. Oui, c'est la joie d'arriver à faire des choses, d'arriver à une sorte de dépassement et surtout de réaliser un rêve, de faire un peu, de jouer un petit peu au magicien. je dis souvent... Parce que j'ai monté, j'ai surtout une seule société, la dernière, Uratech, où on a eu affaire à beaucoup de clients qui demandaient de faire des études de faisabilité, de développer des prototypes, etc. Et je dis souvent, et au bout d'un certain temps, j'en avais un peu marre, je dis souvent, j'en ai eu marre de faire magicien sur commande. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai jamais utilisé vraiment, bien sûr que j'ai des compétences, mais j'ai jamais vraiment utilisé mes compétences pour résoudre les problèmes. J'ai surtout utilisé la joie de relever le défi que représente essayer de trouver une solution à un problème qu'on ne sait pas résoudre, mais ça représente un dépassement de soi.
Voilà. Alors ça, c'est peut-être votre côté démystificateur, parce qu'il me semble que vous aimez démystifier les choses. Il y a une volonté quand même de passer le témoin et de vulgariser. J'ai envie de démystifier l'idée que tout le mythe de l'intelligence. Voilà. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un d'intelligent. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui est plus intelligent que la moyenne parce que j'arrive à faire des choses apparemment plus intelligentes que la moyenne. Ça ne vient pas de l'intelligence, ça vient du cœur. Ça vient des tripes, même pas forcément du cœur. Ça me vient d'une sorte de voilà, l'intelligence, elle n'est pas mentale uniquement, en tout cas. Enfin, on parle souvent de l'intelligence, par exemple, en parlant du QI, et soi-disant, c'est une mesure de l'intelligence. Ce n'est pas une mesure de l'intelligence, c'est une mesure de quelque chose qui appartient exclusivement au mental. Or, pour moi, la véritable intelligence, c'est une intelligence humaine qui tient compte. C'est pas pour rien qu'on a un cerveau, mais qu'on a aussi un émotionnel, qu'on a aussi... Enfin, on est un être, on peut nous concevoir de manière cybernétique, mais la cybernétique, aujourd'hui, elle est basée uniquement sur la logique, sur la raison. Or, n'importe quel système qui fonctionne en circuit fermé comme un cerveau a forcément des limites parce qu'il se retrouve confronté à des situations qu'il ne connaît pas. Et donc, il y a besoin d'une deuxième couche, en quelque sorte, d'information qui va lui permettre de réagir dans des circonstances totalement imprévues. C'est là que l'émotionnel intervient. Ça fournit un moyen d'évaluer les situations beaucoup plus rapide qu'un cerveau qui tourne. Voilà. Bon, donc j'essaye de rationaliser des choses que je ne devrais même pas essayer de rationaliser en fait. Moi, je vois que, par exemple, au moment de la Renaissance, on mettait le siège de l'âme au niveau du cœur, et puis ça s'est déplacé avec les découvertes au niveau du cerveau, et vous le déplacez encore ailleurs. Pour vous, ce n'est pas ça. Ce n'est ni le cœur ni le cerveau, mais la conscience se trouverait ailleurs. Oui, un peu comme si notre cerveau était une sorte de récepteur calé sur une fréquence de quelque chose c'est quelque chose, vous êtes en train de le rechercher. Oui, en disant que on parle du cerveau, du cœur, des intestins, des tripes, etc. Tout ça, c'est physique, d'accord. Et ça, effectivement, ça exprime les trois centres de la conscience que j'appelle animiques. C'est-à-dire que c'est notre animalité, c'est-à-dire ce sont les interfaces physiques par lesquelles s'exprime notre conscience, mais qui elle-même a des centres supérieurs et qui n'a pas le même fonctionnement, qui n'a pas du tout un fonctionnement mécanique au sens où on l'entend habituellement, puisque notre vrai cerveau, celui qui n'est pas matériel, celui qui est immatériel, on va dire, il est capable de gérer l'information d'une manière quantique. C'est-à-dire que ce n'est plus la logique des interactions, du raisonnement habituel, c'est la logique des probabilités. Quelle est la mécanique qui va prévaloir? Ça va être la mécanique qui va nous être imposée par la conscience collective. Ça va être les 10 commandements, ça va être tout un tas de choses, de règles de comportement. Et nos trois centres mental, émotionnel et égotique vont avoir tendance à nous transformer en machine à penser, pour ce qui concerne le mental, en machine à juger, pour ce qui concerne l'émotionnel, et en machine à alimenter notre vision de nous-mêmes, qui est une vision totalement illusoire, puisque en fait, notre être intérieur, véritable, celui auquel on a besoin de se relier pour trouver le sens de notre vie, ne se trouve pas dans la densité de la conscience. Et d'ailleurs, lorsqu'on meurt, cette conscience, elle disparaît. C'est-à-dire que notre vie, elle disparaît en même temps que notre corps physique et qui fait également disparaître tous les conditionnements qui sont générés par notre vie sociale et notre corps physique. Donc il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Nous ne sommes pas notre conscience. Nous ne sommes pas notre conscience elle-même. En fait, nous sommes la personne qui s'est embarquée dans le véhicule qui fait que nous vivons une vie terrestre. C'est une personne qui s'est embarquée dans le véhicule de notre âme. Enfin, on va dans la partie inférieure de notre âme. Et ça reste un véhicule, d'accord? C'est-à-dire que ce véhicule, ça va être la personnalité de la vie d'un tel, etc., etc. Peut-être dans ce moment-là, lorsque vous passez dans un état de conscience modifié, en vous couchant ou en marchant, que vous déclenchez cette partie, on va dire presque irrationnelle, qui ne connaît pas cette raison, cette réflexion dite cartésienne. C'est peut-être là le secret. Oui, alors il y a, au niveau de la conscience,
consciente, bon, déjà, on fonctionne avec les probabilités, le champ des possibles, les réalités simultanées, mais en plus, mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, de notre conscience. C'est qu'une petite partie. C'est qu'une petite partie. La partie immergée, qu'on appelle le subconscient, certains l'appellent l'inconscient, enfin c'est l'inconscient psychique, elle ne résonne même plus, elle fonctionne dans une réalité qui n'est plus dans la même temps, qui est vraiment totalement hors du temps, qui n'est plus du tout dans la même dans notre réalité physique. C'est difficile à concevoir que ce soit hors du temps quand même. Hein, si intuitivement on peut le sentir, c'est-à-dire que dès qu'on arrive à se relier justement à soi, à sa raison d'être, des personnes qui sont en méditation profonde, moi j'atteins pas les états de méditation profonde, mais il y a des moments, enfin, en randonnée ou dans d'autres circonstances, même ça peut être dans ma voiture, j'ai comme des flashs, il y a des moments où j'atteins des états où je ressens le sens de ma vie, quoi, où je ressens la joie d'exister simplement comme si finalement tout était prévu d'avance et que je suis simplement en train de réaliser quelque chose qui a été décidé peut-être bien avant ma naissance. Et ça vous met dans un état de sérénité Ben oui, ça me met dans un état de joie, de sérénité, de réaliser ce qu'on est. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette émission qui vont marcher beaucoup. Hein, à cause de vous. Non, mais c'est-à-dire que dans cet état-là, on réalise intuitivement que finalement, tout est écrit. Voilà. Pas forcément définitivement, mais que notre vie a un sens et que c'est tout petit par rapport à notre existence réelle. Mais sans pour autant être déterministe, puisque tout peut changer à tout moment. Le futur n'est pas déterminé à l'avance. C'est pas nouveau de savoir que dans notre présent, on peut modeler notre avenir, et donc faire en sorte que notre devenir soit le plus ressemblant à celui qu'on projette d'avoir, mais on peut en même temps altérer le passé. Et là, c'est vrai que là, d'un coup, il y a eu on se pose des questions, on se dit, le passé semble immuable et apparemment, il ne le serait pas tant que ça. Donc on a l'habitude de représenter notre espace-temps comme un cylindre, avec la longueur du cylindre qui va représenter le temps, et imaginez que tout l'univers soit contenu dans un disque, le disque avance le long du cylindre, et voilà comment se déploie la réalité. Tout se passe comme si notre vie pouvait être décrite, puisque notre futur existe déjà, et que notre passé existe encore. Tout se passe comme si notre vie pouvait être décrite comme un cylindre invisible qui oriente tous nos pas, puisque tout ce qu'on va faire demain est déjà déterminé. Ce temps illusoire-là, c'est exactement comme vous vous baladez dans un sentier en forêt. Vous n'êtes pas en train de vous dire que le sentier, 10 mètres devant, vous ne voyez pas 10 mètres devant parce que, mettons qu'il y a des arbres. Vous n'êtes pas en train de vous dire que le sentier est en train de se créer au fur et à mesure où vous avancez. On est d'accord. C'est exactement la même chose pour le temps. D'accord ? Et lorsque vous marchez en forêt et que votre sentier est déjà tracé, vous n'êtes pas en train de vous dire que vous êtes obligé de continuer à marcher sur ce sentier-là. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez dire « Ah tiens, non, là je vais choisir un autre sentier. » Donc là, vous avez votre cylindre là. Et puis à un moment donné, « Ah non, finalement je vais à l'autre. » Donc là, vous avez changé la position de votre cylindre. Par la conscience. Alors moi, j'ai été conduit à penser ça d'abord, je l'ai expérimenté. Hein. Enfin, bon, je raconte ça dans La Route du Temps. Je donne les raisons pour Qui est votre livre, c'est votre Mon premier livre, oui. Votre premier livre, d'accord. Ce sont des raisons purement scientifiques. Hein. C'est-à-dire que la science est fondée sur ce qu'on appelle le déterminisme. Hein. Et si on introduit des informations dans l'espace-temps à un moment donné, dans le présent, qui ne sont pas, qui ne s'expliquent pas par la causalité, des informations qui ne viennent pas du futur, mais qui ne viennent pas non plus du passé, elles vont induire des modifications dans le futur, mais en fait, il faut qu'elles induisent des modifications dans le passé aussi, obligatoirement. Et comment c'est faisable ? C'est quand même curieux. C'est faisable tout simplement parce que la vraie le mot ontologie peut paraître pas clair, la vraie réalité, elle est hors temps. C'est-à-dire que le temps, les physiciens disent souvent le temps n'existe pas,
ça veut dire que pour eux, le présent est une illusion. Pour eux, l'écoulement du temps est une illusion. C'est-à-dire, c'est pas vrai évidemment que c'est une illusion, puisque en fait le temps est lié à la conscience. Ça veut simplement dire que les physiciens ne connaissent pas le sens du temps. C'est-à-dire que pour faire de la physique de l'espace-temps, on est obligé de se positionner hors du temps, et en se positionnant hors du temps, on n'arrête pas de répéter ce que disait Einstein, c'est-à-dire que tout est simultané. C'est-à-dire que le passé a lieu en même temps que le présent, qui a lieu en même temps que le futur. C'est presque aussi délirant que l'idée de Max Tegmark. S'imaginer que mon futur existe déjà, c'est-à-dire que tout ce qui se passe ce soir, je le multiplie par un nombre de tranches infini et c'est déjà là, franchement c'est dur. On est d'accord. C'est quand même dur. Bon, mais en fait, ça c'est une illusion. C'est pas comme ça qu'il faut se l'imaginer. C'est-à-dire qu'en fait, notre réalité telle qu'on l'aperçoit n'existe pas. Et ça, c'est probablement la chose la plus importante à comprendre. C'est-à-dire que la physique démontre aujourd'hui que l'espace a 5 gros bugs qui empêchent que ce soit de l'espace. L'espace, d'abord, il peut être tordu, c'est-à-dire il peut être compressé, il peut être... on peut courber l'espace. Vous savez que la lumière, elle est courbée au voisinage du Soleil. C'est comme ça qu'on a découvert la relativité. La lumière, elle s'engouffre carrément à l'intérieur de ce qu'on appelle les trous noirs. Les trous noirs, on nous dit que ce sont des trous dans l'espace dans lesquels s'engouffre la matière, mais c'est l'espace lui-même qui s'engouffre dans ces trous-là. Et il n'existe pas d'espace sur lequel vous pouvez visualiser ça. Ça veut dire que l'espace lui-même n'est pas de l'espace. C'est une illusion, tout comme l'écran d'un ordinateur n'est pas la scène que l'ordinateur vous projette. Il ne faut pas confondre ce que vous voyez à la télévision. Imaginez qu'un gamin qui est trop près, il prend ça pour la fenêtre de sa maison. Il prend ça pour de la réalité. On a le même problème avec l'espace parce que notre espace également est pixelisé, c'est-à-dire qu'il a une plus petite dimension qui s'appelle la longueur de Planck, qui est égale à 10 puissance moins 35 mètres. Donc c'est un troisième bug. Le quatrième bug de l'espace, c'est sa non-localité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des particules et même des événements qui ont lieu à des années-lumière de distance et qui sont séparés de telle manière qu'il ne peut pas y avoir de relation de causalité, c'est-à-dire de signal transmis de l'un à l'autre. Eh bien, ces événements vont fonctionner ensemble, comme s'ils étaient au même endroit de l'espace. C'est-à-dire que tout est relié. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Et le cinquième bug de l'espace, je crois même qu'il y en a 6, mais bon, c'est de dire que cette non-localité, parce qu'en fait l'espace c'est un espace-temps, cette non-localité spatiale, elle est également valable dans le temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des événements qui sont reliés non seulement lorsqu'ils sont séparés par de l'espace, mais également lorsqu'ils sont séparés par du temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelque chose qui arrive dans le présent et qui est corrélé à quelque chose qui, en même temps, arrive dans le futur ou dans le passé. D'accord ? Voilà. Donc, le temps serait juste une conceptualisation purement humaine pour nous aider à vivre dans notre société, simplement. C'est quelque chose qui émerge du fait que nous sommes plongés dans cette réalité. C'est-à-dire que, un peu comme si nous étions dans un sous-marin immergé dans une réalité dans laquelle on se déplace. Alors on voit défiler le décor, en même temps comme on est dans un sous-marin, on n'a pas une idée correcte de la réalité, puisqu'il faut la voir à travers soit un périscope, soit... Enfin bon. Et donc on a une vision déformée de la réalité qui vient du fait qu'on voit cette réalité à travers le filtre de notre cerveau qui est comme le petit bout de la lorgnette. Et comme on se déplace, cette réalité change tout le temps, ce qui nous donne l'impression qu'elle se crée maintenant, alors qu'elle est déjà créée. Lorsqu'on introduit des informations dans l'espace-temps, qui n'y sont pas déjà, on ne peut pas modifier si elles modifient le futur, elles ne peuvent pas modifier le futur sans modifier également le passé. C'est-à-dire que il faut rester dans la causalité. C'est-à-dire que ce sont des informations qu'on a introduites, mais il faut que l'espace-temps conserve sa logique. Voilà. Pour vous, donc, le passé, le présent et le futur se conjuguent en permanence d'un bloc. Voilà. Ils ne sont pas interdépendants. Donc, si vous introduisez dans l'espace-temps une information qui va modifier l'identité de quelqu'un,
de telle manière que son comportement va changer dans le futur, il va falloir que cette modification soit également mémorisée dans son passé, et ça va se faire sous la forme de mémorisation dans les gènes. L'épigénétique. L'épigénétique, voilà. C'est-à-dire que tous les progrès réalisés par l'être humain, mais ça peut être aussi l'animal, etc., du fait de son expansion de conscience, qui fait qu'il passe d'une identité à une identité plus évoluée, ces progrès sont mémorisés dans la matière sous forme génétique. Et c'est ça qui explique l'évolution des espèces. Aujourd'hui, de toute façon, on sait qu'il faut jeter Darwin parce que la théorie de la sélection naturelle n'explique absolument pas la complexité fabuleuse de... Elle nous a convenu un temps, mais aujourd'hui, elle tend vers ses limites. Oui, bon, les biologistes aujourd'hui s'aperçoivent que le corps humain, c'est comme une technologie extrêmement élaborée. Bon, c'est pas le hasard qui fabrique une technologie pareille. Les scientifiques ont bien compris qu'on n'avait pas tout compris sur le mécanisme de l'évolution. Et c'est le vide, le vide auquel on se heurte du fait de cette incompréhension qui fait qu'on reste sur les vieilles théories dont on sait qu'elles sont parfaitement dépassées, donc Darwin. Mais maintenant, avec la nouvelle conception du temps qu'on a, grâce au progrès de la physique, on est capable d'expliquer de manière lumineuse l'évolution des espèces. D'accord ? C'est pas du tout le hasard qui fait qu'une espèce évolue vers quelque chose qui est de plus en plus complexe, de plus en plus élaboré, harmonieux, parce que ça, c'est un processus négantropique. Négantropique, ça veut dire qui augmente l'ordre par opposition à un processus anthropique qui crée le désordre. La mécanique toute seule a tendance à aller vers le désordre. Or, l'évolution des espèces va vers plus d'ordre, plus de... La nature est même souvent très, très ingénieuse, très subtile. Donc d'où vient cette intelligence ? Et que c'est cette conscience qui amène l'espèce à faire des progrès, et ce sont ces progrès qui sont mémorisés dans le passé sous forme d'évolution de l'espèce au niveau génétique. Vous concevez la conscience comme une énergie, et on parle aussi de conscience collective, donc on vient d'en parler pour les animaux. Vous mettez en garde, d'une certaine façon, l'humanité contre les pensées globales de la planète qui nous tendent vers un 2050 absolument horrible et affreux. Donc rassurez-nous, est-ce qu'on peut aujourd'hui agir concrètement, collectivement, pour corriger la trajectoire et faire en sorte que ce futur qui peut se construire, si on a une action concrète et réelle dessus, et la masse critique, est-ce qu'on va l'atteindre, cette masse, pour justement prendre le dessus? D'après vous, vous êtes positif là-dessus? Oui, je suis optimiste. Confiant? Je suis optimiste parce que pendant les années 80, 90, pendant les années où j'ai fait l'essentiel de ma carrière, j'étais très matérialiste. Et tout le monde, je veux dire, après 68, l'après-guerre et tout ça, il y a eu une explosion. On est tous allés vers la consommation en pensant sans trop réfléchir aux conséquences. Hein. D'où ce que j'appelle la théorie de la double causalité que je présente dans mes livres, et qui consiste à dire ce qui est valable aussi bien au niveau collectif qu'au niveau intellectuel, que nos intentions créent dans le futur donc des changements via des aiguillages qui ont changé, d'accord ? Ces changements créent à leur tour des changements dans notre présent qui vont justement correspondre à de nouveaux aiguillages, c'est-à-dire à l'augmentation de probabilité de certains hasards qui vont vous amener à destination. C'est-à-dire que votre futur est relié à votre présent par différentes voies, pas une seule voie. Et on a conçu notre réalité comme étant... on a compris qu'il fallait s'écarter des religions. Ça a été justement le développement du mythe de l'intelligence. Voilà. L'homme n'a plus besoin des religions. Ça y est, il est arrivé à un niveau de conscience supérieur qui fait que l'homme est devenu capable d'organiser la planète selon ses besoins. Et ses besoins, c'est quoi? Ce sont des besoins essentiellement matérialistes. Donc avec ce genre d'idées, avec ce genre de conception de la vie, on a construit dans les années 80-90 un futur qui est notre futur actuel extrêmement matérialiste.
Oui, l'obsolescence programmée, tout ce qui se fait. Voilà, ce qui nous arrive dans le futur est le résultat de ce qu'on pense dans le passé. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas quelle est la constante de temps, mais la pensée collective des années 80 et 90 a construit notre futur actuel de 2010-2020. D'accord ? C'est logique. Et il est possible que ça continue comme ça, parce qu'on est toujours dans une pensée collective très matérialiste, même si ça change. Et si on considère qu'il n'y a pas eu de changement, eh bien, aujourd'hui, on a un futur de 2050 tellement matérialiste qu'il en est peut-être même épouvantable. Peut-être qu'en 2050, les êtres humains vont avoir accepté les puces sous la peau, vont avoir accepté tout un tas d'appareillages qui vont soi-disant augmenter leur performance, etc. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Ça, c'est une menace dont je dis... L'assistanat cybernétique permanent. Voilà, ça c'est le principal danger qui attend l'espèce humaine, et c'est probablement beaucoup plus grave que la bombe atomique. D'accord ? C'est quelque chose de très très dangereux. Sauf que je pense que durant les années 2000, les années 2010, j'ai l'impression qu'il y a quand même un réveil de fond de la conscience collective qui se rend de plus en plus compte que la nature humaine n'est pas matérielle. Et on se rend de plus en plus compte que nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas, enfin bon, voilà tout ce dont je parle en conférence, et que nous sommes donc en train de construire un futur alternatif qui devrait nous éviter d'aller vers ça. Mais qui sait ? On ne sait pas. Hein. Mais je pense que la foi, vraiment la reliance au soi peut faire des miracles, et que c'est peut-être pas absolument indispensable d'atteindre un seuil critique qui serait par exemple la moitié de la population de la planète. Je pense que... bien avant, je pense bien avant. Je pense bien avant. Je pense que, bon, il y a l'histoire du centième singe, et enfin bon, je pense que... Est-ce qu'il y a un seuil critique ? Oui, probablement. Lequel ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre 3 milliards d'individus qui ont compris que nous ne sommes pas des machines pour qu'enfin nous ayons, je pense que peut-être 300 000 ou 3 millions suffiront, je ne sais pas. Exactement, mais je reste optimiste. Il y a peut-être une question de quantité, de qualité, de pensée. Voilà, une question de qualité, ce qui se voilà. passe. Le dernier volet que je voulais voir avec vous, c'est est-ce que finalement la pensée ne fonctionne pas de la même manière, est capable, quand on dit la vitesse de la pensée, donc l'intrication va au-delà de la vitesse de la lumière. Comment c'est possible ? Alors non, l'intrication ne viole pas, ne viole qu'en apparence le principe de la limite de la vitesse de la lumière, simplement parce que il n'y a pas de une intrication, c'est donc une corrélation qui apparaît entre deux objets qui peuvent être séparés soit par de l'espace, soit par du temps, d'accord ? Mais il n'y a pas de signal qui est transmis dans l'espace ou dans le temps et qui explique cette corrélation. Il faut arriver à... il faut désapprendre là. Mais on peut le comprendre plus facilement lorsqu'on se dit que l'espace n'existe pas et que c'est simplement une reconstruction, ou lorsqu'on se dit que le temps n'existe pas non plus et que c'est simplement le fameux concept du temps. C'est vrai que si le temps et l'espace n'existent pas, quelle que soit la distance que l'on met nous, il n'y en a pas alors. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer autrement. Aujourd'hui, par exemple, vous avez un programme. Oui. D'accord ? Ce soir, vous savez ce que vous allez faire. Et dans la journée, vous savez ce que vous allez faire. Mais si ça se trouve, là, à la fin de l'interview, on va discuter. Puis vous allez... Ah, tiens, non, je vais plutôt faire ça. Donc, dans votre journée, vous avez une ligne temporelle qui actuellement est prévue. Hein, et il y a peut-être des potentiels alternatifs. Et peut-être que dans une heure, paf, vous aurez fait basculer votre futur actuel. Et tout va être reprogrammé en fonction de... Le problème, c'est que ce basculement, ok, d'accord, mais il va interagir sur d'autres vies. Il va interagir sur votre femme, il va interagir sur les gens que vous n'aurez pas rencontrés, les autres personnes que vous aurez rencontrées, etc. Des rendez-vous annulés ou autres, oui. Et donc, il y a une intrication absolument indispensable entre les trajectoires à cause de ce basculement. C'est-à-dire que l'intrication... elle s'explique tout simplement, dans un cadre classique, par le fait que lorsque on commute des lignes temporelles, ceci a forcément une incidence sur les lignes temporelles d'autres individus, et donc ça crée un phénomène d'intrication entre ces lignes temporelles. Donc là, vous êtes en train de travailler, et là, vous partez en vacances, et vous avez un tunnel vert qui apparaît, qui est peut-être
votre opportunité d'évolution, un nouveau fusil, puis c'est raté. Et puis là, vous faites une deuxième rencontre. Souvent, ce sont des rencontres qui changent la vie. Et là, vous avez réalisé quelque chose, vous avez intégré quelque chose, vous avez changé de comportement et ça va changer votre futur. Et il y a encore la possibilité que c'est-à-dire votre ancien passé essaye de revenir parce que vous n'êtes pas encore tout à fait... Voilà. Et puis c'est acquis. Et voilà, comment vous considérez vos vacances vues du futur. D'accord ? C'est-à-dire que c'est à peu près la même chose que vos vacances vues du passé, mais qui étaient imprévues. Mais si vous voulez, il s'est passé quelque chose, une sorte de tour de magie là-dedans. Vous avez 3 bifurcations. Durant chaque bifurcation, vous aviez la possibilité de garder votre ancienne vie, c'est-à-dire votre ancien tunnel. Ça, c'est la partie dans la conférence où vous l'expliquez, je crois, avec l'aiguillage des trains. Voilà. On est dans ce domaine-là. Exactement. Et donc, il n'y a pas eu de signal de transmis. Vous avez décidé de faire quelque chose d'autre. Donc, il faut que l'univers organise les actions des autres personnes d'une manière différente. Il n'y a pas eu besoin de transmettre un signal. C'est que de toute façon, tout ça, c'est déjà organisé dans le multivers sous la forme de potentiels alternatifs. Lorsque un train circule sur un réseau de chemin de fer, tous les rails possibles existent déjà. C'est vrai. Vous avez qu'à simplement changer le commutateur. C'est bon, je viens de comprendre, je comprends. Oui. C'est vrai Et que expliquer comme ça... Le grand architecte de l'univers, il n'a pas besoin d'embaucher des ouvriers qui, à chaque endroit, disent « Bon, tiens, là, il faut le faire passer par là, c'est tout automatisé. » D'accord ? Donc, le grand architecte de l'univers, il nous a mis dans notre conscience un système de commutation qui nous permet de commuter à l'avance les possibilités de programme que nous avons, mais à tout moment, il y en a un. Le commutateur, il est soit dans une position, soit dans une autre position, ce qui permet à l'univers de calculer les parcours de tout le monde. Et tout semble aller de soi à partir de cette explication. Voilà. C'est l'intrication enfin expliquée. Merci, parce que je viens vraiment de la comprendre aujourd'hui. Je ne la saisissais pas. Vous venez me donner une clé essentielle. C'est mon interprétation. Hein. Oui. Vous n'allez pas trouver cette interprétation dans les bouquins. Vous allez trouver, par contre, dans la physique de la conscience. Qui est dans mon deuxième livre. Voilà. Votre second livre, on le rappellera aussi. Justement, on va parler de votre actualité pour finir. Vous avez un site web, je crois qu'hors caméra, on avait discuté de 2 sites. Oui, j'ai 2 sites web. J'ai un site web www.guillemant.net, qui est un site web qui est, on va dire, mon site web officiel, que je touche le moins possible, qui est un peu plus propre. Et j'ai un autre site web qui est plutôt que d'ailleurs je devrais peut-être un petit peu réorganiser. Je crois, Double Cause. Doublecause.net, qui est mon site, on va dire, d'expression libre, c'est-à-dire lorsqu'il me prend de vouloir faire un article, etc., qui me vient des tripes. Un coup de gueule. en revenant d'une balade, je me dis, tiens, il faut absolument que je parle de telle chose. Je fais un article, je ne prends pas le temps de trop vérifier si c'est politiquement correct ou pas. Je le balarde, et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai 2 sites, parce que j'ai un site où j'ai besoin de montrer que je suis une personne sérieuse, et un autre site où vous vous lâchez plus, là. Où je me lâche, voilà. D'accord. Bon, les 2 sont intéressants, mais du coup, on peut vous suivre. Il y a donc une sorte de calendrier sur vos séminaires. Vous faites des stages, des formations, conférences. On peut me suivre sur mes 2 sites web, parce que sur mes 2 sites web, je mets à jour une rubrique avec toutes mes conférences. Oui, il y a des passerelles communicantes, forcément. Ouais. Voilà. Bon, avant, je mettais des informations régulièrement sur mes sites. Maintenant, je le fais sur ma page Facebook. Donc, j'ai même 2 pages Facebook. Maintenant, j'utilise essentiellement ma page Facebook. Et comme il y a des gens qui ne sont pas sur Facebook, ils peuvent quand même voir de façon moins régulière des informations mises à jour, plus particulièrement sur mon site doublecause.net, mais c'est plus rare. Mais je mets beaucoup plus ceux qui veulent des informations que toutes les semaines. Il faut qu'ils aillent sur ma page Facebook, et voilà, ils peuvent me suivre et avoir toutes les informations. Et j'invite aussi les téléspectateurs à googler le nom de Philippe Guillemant. Il y a de généreux extraits d'ailleurs que vous mettez vous-même sur YouTube de vos conférences pour continuer et enrichir ses connaissances. Merci Philippe Guillemant de cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. Et à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.
parce que nous sommes tellement matérialistes, ou nous avons été tellement matérialistes durant la fin du XXe siècle, que nous avons créé un futur collectif pour les années 2020, 2030, 2050, qui n'est pas celui que nous désirons maintenant. Et ce futur collectif de 2050 est en train de résister pour nous ramener vers la voie, par exemple, du transhumanisme et d'empêcher cette prise de conscience collective qui fait qu'on va réussir à bâtir une société beaucoup plus humaine. C'est valable à tous les niveaux. Pour conclure, parce que je crois que je vais passer un transparent, je vais terminer par la citation de quelqu'un. Je ne suis pas un steinérien, je ne suis pas quelqu'un je connais un petit peu ses écrits, j'apprécie beaucoup, je pense que c'est vraiment très intéressant. Mais je trouve que ces adeptes ont tendance à être un peu trop sectaires. Bon, il n'empêche que c'est un génie quand même de notre époque, du début du XXe siècle, et qui a fait la déclaration suivante. Il y a presque exactement 100 ans, c'est pour ça que je le cite maintenant, il a dit qu'il ne faudra pas attendre longtemps après l'an 2000 pour que l'humanité ait à vivre des choses fort étranges. La plus grande partie de l'humanité sera sous l'influence de l'Ouest. On verra apparaître, venant d'Amérique, une sorte d'interdiction de pensée, non pas directe mais indirecte, une loi qui aura pour but de réprimer toute pensée individuelle. On assistera à une oppression généralisée de la pensée. Là, je fais de la pensée négative. D'accord ? Je fais de la pensée négative. Et il faut que l'apport des découvertes soit tel qu'un contrepoids suffisant puisse être introduit dans l'évolution du monde. Et il le sera. Donc, soyons optimistes. C'est pour illustrer cette affaire-là. C'est-à-dire que nous avons beau être conscients du fait que la réalité n'est pas ce que nous pensons, que la réalité n'est pas ce que nous avons appris à l'école, que la science est bien plus noble et a des choses bien plus intéressantes que ce qu'elle nous apprend dans les journaux, où il y a une sorte de conditionnement, de pensée unique qui nous amène à penser systématiquement matérialiste, d'accord ? Et chacun d'entre nous n'arrive pas à comprendre, mais pourquoi on ne réunit pas des gens, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des comités des sages ? Enfin, je n'en sais rien, moi je ne suis pas compétent pour ça, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une telle situation alors qu'on a plein de sources d'informations de toutes parts, y compris scientifiques, qui nous disent qu'on pourrait avoir un monde bien meilleur que celui dans lequel nous vivons. On n'arrive pas à comprendre que même au niveau médiatique, politique, qui sont les niveaux principaux par lesquels cette information doit passer, on n'arrive pas à comprendre pourquoi elle ne passe pas et pourquoi on ne distribue sans arrêt cette pensée unique où il faut sans arrêt respecter la croissance, les 3% de croissance, alors même que tout le monde a compris qu'on allait à la catastrophe du fait qu'on détruit la planète, etc., etc. Enfin bon, voilà, j'arrête. Et donc tout ça, je pense que la force très importante dont parle donc Steiner, donc l'apport des découvertes, l'apport de ces découvertes-là, ce sont des découvertes scientifiques qui ont été déjà faites durant les décennies qui précèdent. Ces découvertes dont je ne vous en ai pas fait la liste, mais donc c'est tout ce qui justifie que le temps n'existe pas, etc., tout ce que je vous ai expliqué. Et ça n'arrive pas à remonter à la surface. Et moi, c'est le job que j'essaye de faire pour qu'on arrive tous à comprendre que nous ne sommes pas ces machines-là, voilà, enfin bon, je ne sais plus quoi dire. Bon. Voilà, je vous remercie.